Cette nuit-là, alors que le monde fixait les récoltes américaines en chute libre, une loi semée au Burkina Faso fit trembler un empire agricole de 900 millions de dollars. Pendant que des fermes du Midwest fermaient leurs granges, des paysans du Sahel préparaient en silence un retour aux graines oubliées. Que signifie pour Ibrahim Traoré et pour tous ceux qui dépendent encore de ces marchés qu'un simple texte sur les semences inquiète autant Washington? Au croisement de deux sécheresses, une nouvelle carte du pouvoir alimentaire commençait à se dessiner. Ce récit promet de dévoiler comment une loi agricole, pourtant née dans un pays souvent ignoré des grandes salles de marché, a pu modifier l'équilibre entre dépendance et autonomie. Son enjeu central, définir qui contrôle la première brique de toute économie alimentaire, dépasse largement la technique législative. Pour les acteurs qui observent la montée des souverainetés agricoles, cette loi sert de prisme. Elle montre comment une décision locale peut déclencher des réactions en chaîne dans des capitales où les semences ne sont jamais perçues comme de simples intrants. Un micro-hook s'impose ici. Si une réforme fondée sur des graines ancestrales peut ébranler des stratégies vieilles de plusieurs décennies, qu'arrivera-t-il lorsque d'autres États d'Afrique de l'Ouest adopteront des mesures similaires? Ce qui se joue n'est pas seulement la réforme d'un marché, c'est la redéfinition d'un rapport de force qui touche au commerce, à la sécurité alimentaire et à la manière dont les nations choisissent de nourrir leur population sans accepter de leviers extérieurs. La révélation initiale tient en deux constats brutaux. En une seule heure de vote, un pays sahélien a inversé 20 ans de dépendance semencière. Et dans cet intervalle infime, les signaux envoyés aux capitales occidentales ont suffi à déclencher des évaluations stratégiques d'urgence. Avant que l'écho ne se propage, peu d'observateurs avaient anticipé l'ampleur de ce basculement. La loi ne naît pourtant pas dans le vide. Elle résulte de mois d'expertise agronomique, de consultations villageoises et d'un examen précis des hybrides qui avaient progressivement uniformisé les champs du Sahel. Dans les zones rurales, la mémoire agricole avait gardé trace des variétés locales disparues, des sols épuisés par des cycles d'achat obligatoires et du coût croissant d'intrants qu'aucune communauté ne contrôlait réellement. C'est dans ce paysage contrasté qu'Ibrahim Traoré s'est retrouvé associé de près ou de loin à l'idée d'un tournant continental fondé sur la reconquête des semences. Dans les cercles techniques ou diplomatiques, trois éléments reviennent constamment. D'abord, l'infrastructure agricole américaine connaissait déjà des fragilités, récoltes en retrait, marché à l'export instable et effets prolongés de la guerre commerciale. Ensuite, les brevets liés aux semences génétiquement modifiées constituaient l'un des rares leviers encore solides pour maintenir l'influence occidentale sur les filières africaines. Enfin, la réhabilitation des semences indigènes en Afrique n'était plus une question idéologique, mais un enjeu de résilience face aux sécheresses récurrentes. Ce contexte explique pourquoi la loi burkinabé a été perçue simultanément comme un geste technique, un acte identitaire et un message géopolitique. Les agriculteurs du nord du pays parlaient d'un retour de la mémoire, tandis que certains analystes américains y voyaient un précédent capable de redessiner les flux du commerce agricole mondial. La tension entre ces deux lectures prépare la scène pour la suite. Si une seule réforme peut provoquer pareille onde de choc, que signifierait une adoption régionale coordonnée? Pour comprendre comment la loi a pris forme dans le réel, il faut suivre deux trajectoires humaines qui, sans jamais se croiser, ont incarné ses premiers effets. La première vient d'un technicien agronome de Waiguya, formé aux analyses de sols et longtemps frustré par l'obligation de calibrer ses diagnostics selon les exigences des hybrides importés. Lorsque le texte de loi fut adopté, il rédigea en quelques jours un protocole simplifié pour réévaluer les variétés locales autrefois jugées non conformes. Cette méthode, diffusée dans 3 communes, permit d'identifier les graines capables de résister à des cycles de sécheresse de plus en plus erratiques. Son travail fut repris par des collectifs villageois qui n'avaient jamais eu accès à ces outils, montrant que l'autonomie technique n'était pas une abstraction, mais
mais une pratique immédiatement mobilisable. Le second cas se situe dans une petite communauté près de Bobo Dioulasso. Une femme de 40 ans, gardienne d'un lot de semences hérité de sa mère, avait passé des années à stocker, trier et conserver des variétés qui ne figuraient dans aucun catalogue officiel. Après la promulgation de la loi, une équipe de jeunes biologistes l'a rencontrée pour intégrer ses graines à un inventaire régional. Le geste était modeste en apparence, mais il réinscrivait dans l'espace public un savoir longtemps marginalisé. Cet échange a mis en lumière une vérité simple. La conservation locale, maintenant longtemps perçue comme pratique domestique, devenait un outil stratégique pour un pays cherchant à recomposer son indépendance agricole. Ces deux parcours illustrent comment la loi, avant même ses décrets d'application, a commencé à remodeler les pratiques au niveau du terrain. Ils montrent aussi que la reconquête semencière repose sur des gestes concrets, reproductibles et transmissibles. En somme, l'amorce du changement reposait déjà sur des mains locales déterminées. Le déclenchement survient dans un climat déjà chargé. Au moment où les discussions locales sur la souveraineté semencière s'intensifiaient, un rapport interne signalant l'épuisement accéléré de plusieurs zones agricoles fut transmis aux autorités. Ce document, loin d'être spectaculaire, confirmait néanmoins ce que les agriculteurs répétaient depuis des années. Certaines variétés importées exigeaient des intrants de plus en plus coûteux et répondaient mal aux cycles irréguliers du Sahel. La diffusion du rapport, combinée à la mobilisation de techniciens qui souhaitaient réhabiliter les espèces locales, provoqua une réunion improvisée au sein de l'Assemblée nationale. C'est dans cette atmosphère d'urgence mesurée qu'Ibrahim Traoré fut associé dans les analyses extérieures à l'idée d'un pilotage politique plus large supposé indiquer un mouvement régional en gestation. Au fil de quelques semaines, les consultations se succédèrent. Les organisations paysannes rapportaient les retours de terrain. Les ingénieurs en biotechnologie comparaient les résultats des études antérieures. Les comités juridiques évaluaient la compatibilité du futur texte avec les engagements commerciaux du pays. Le projet prit forme rapidement, soutenu par une convergence entre savoir technique, pression économique et mémoire communautaire. Lorsque l'avant-projet fut rendu public, il provoqua des débats immédiats. Certains s'interrogeaient sur la faisabilité logistique du tri massif des semences. D'autres évoquaient les implications diplomatiques d'un retrait partiel du marché des variétés génétiquement modifiées. Mais la dynamique ne faiblit pas. Les commissions spécialisées finalisèrent les derniers ajustements et la date du vote fut fixée sans annonce préalable, évitant ainsi une politisation excessive avant l'examen parlementaire. Le point d'apex se produit le jour même du vote. Contrairement aux anticipations de plusieurs observateurs internationaux, le débat fut court, presque laconique. Les arguments essentiels avaient déjà été traités en amont. Les élus savaient que la fenêtre politique était étroite et qu'un report risquait de rendre la réforme inapplicable avant la suivante saison agricole. En moins d'une heure, la loi fut adoptée. La rapidité du processus surprit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans certains villages, des groupes se réunirent autour de radios pour écouter l'annonce officielle. Quelques minutes suffirent pour que l'information circule dans les zones rurales et urbaines, redessinant en un éclair la perspective des prochains cycles de plantation. Ce fut également à cet instant que les premiers signaux d'alerte apparurent dans plusieurs capitales étrangères, où l'on réalisa que la décision burkinabé pouvait servir de précédent. Puis l'onde de choc, large et progressive, prit 3 directions. La première direction fut locale. Les communautés commencèrent immédiatement à inventorier les variétés indigènes encore disponibles. Des ateliers de formation se mirent en place pour apprendre aux jeunes agriculteurs à reconnaître les graines adaptées aux nouvelles contraintes climatiques. Des coopératives improvisèrent des programmes de collecte, parfois maison par maison, afin de constituer des réserves temporaires. La deuxième direction fut régionale. Les gouvernements voisins observaient attentivement les premières réactions internationales, les signaux envoyés par Washington et Bruxelles et évaluations juridiques, inquiétudes commerciales, demandes de clarification firent comprendre que la loi ne serait pas perçue comme une simple réforme interne. Ces réactions, plutôt que de freiner l'enthousiasme local, renforcèrent la conviction que la souveraineté semencière pouvait devenir une stratégie collective. La troisième direction fut internationale. Les marchés commencèrent à spéculer sur les conséquences potentielles, surtout en matière d'approvisionnement en coton et en sésame. Les analystes agricoles notèrent
que le geste burkinabé pourrait inspirer un rééquilibrage progressif du commerce transcontinental. Certains experts évoquèrent même l'idée que d'autres pays du Sahel pourraient s'appuyer sur l'exemple d'Ibrahim Traoré pour négocier de nouveaux cadres de coopération. Ainsi se déploya la séquence complète, un déclenchement né d'alertes locales, un apex saisi dans un moment politique rare et une onde de choc dont l'amplitude dépassa rapidement les frontières. L'analyse quantitative qui suivit l'adoption de la loi apporta une lisibilité nouvelle à un débat longtemps dominé par des impressions de terrain. Les premières données provenaient des services agricoles régionaux qui avaient accumulé plusieurs années d'observation sur les rendements, la résilience climatique et le coût logistique des semences importées. Pour la première fois, ces chiffres furent mis en relation avec les inventaires communautaires, offrant une vision croisée du potentiel des variétés locales. Ce rapprochement permit d'éclairer des tendances jusqu'ici discutées de manière dispersée et de structurer une lecture plus rigoureuse des bénéfices attendus. Le premier chiffre marquant concernait la réduction des intrants. Les études consolidées indiquaient qu'en moyenne, les variétés indigènes nécessitaient près de 18% de fertilisants en moins sur les cycles agricoles analysés. Cette baisse signifiait une atténuation visible des dépenses de saison, dans un contexte où le coût d'approvisionnement avait augmenté de façon irrégulière. Cette donnée pesait lourd dans les projections budgétaires des exploitations. Les techniciens interprétèrent ce pourcentage comme un indice de compatibilité accrue entre les graines locales et les sols burkinabés, confirmant les témoignages d'agriculteurs qui avaient constaté une meilleure réponse des plantes au stress hydrique. Le deuxième repère chiffré portait sur la survie des cultures en conditions de sécheresse. Les analyses comparatives montrèrent que certaines variétés traditionnelles affichait un taux de maintien de 42% en situation de déficit pluviométrique marqué. Ce résultat montrait que certaines graines résistantes pouvaient stabiliser une partie importante des récoltes. Cette donnée résonnait fortement dans le Sahel où les fluctuations de pluie modifiaient en profondeur les pratiques agricoles. Les ingénieurs y virent un avantage stratégique, la capacité d'amortir les années difficiles grâce à des espèces historiquement adaptées aux sols pauvres. Le troisième élément quantitatif concernait les coûts récurrents liés aux semences. Les simulations effectuées par les chercheurs estimaient que l'abandon progressif des achats annuels de graines brevetées pourrait réduire les charges directes d'environ 12% sur un cycle de 5 ans. Cette diminution représentait un allègement notable pour les petites exploitations. Les économistes soulignèrent qu'un tel gain pouvait être réinvesti dans l'irrigation, le stockage ou la diversification, renforçant ainsi la résilience des exploitations familiales. Au-delà de ces trois indicateurs, la lecture détaillée des données révéla un point souvent négligé. La stabilité des rendements ne dépendait pas uniquement de la performance brute des semences, mais aussi de leur prévisibilité sur plusieurs saisons. Les études longitudinales indiquaient que les variétés locales présentaient une variabilité plus faible d'une année à l'autre, réduisant la vulnérabilité des familles aux aléas du marché. Cette stabilité, difficile à convertir en chiffres simples, s'avérait pourtant cruciale pour les stratégies agricoles à long terme. Les chercheurs qui avaient participé à l'analyse interdisciplinaire notèrent un autre fait important. Les données produites par les communautés rurales complétaient efficacement les indicateurs institutionnels. Les inventaires locaux révélaient des pratiques de sélection fine menées informellement depuis des générations qui n'avaient jamais été quantifiées auparavant. Ce croisement augmentait la robustesse des projections et illustrait la pertinence d'une approche conjuguant expertise scientifique et savoir traditionnel. Enfin, ces mesures permirent d'alimenter les débats parlementaires et diplomatiques qui avaient émergé après le vote. Les chiffres fournissaient un socle objectivé pour répondre aux inquiétudes extérieures concernant la viabilité économique du modèle burkinabé. Loin de constituer une rupture improvisée, la transition reposait sur des données cohérentes montrant qu'un système fondé sur des semences locales pouvait être à la fois fonctionnel, durable et économiquement viable. Les analyses quantifiées renforcèrent la conviction que la réforme n'était pas un geste symbolique, mais un ajustement structurel fondé sur des preuves tangibles. Dans le débat qui suivit l'adoption de la loi, deux positions opposées prirent rapidement de l'ampleur.
La première provenait de certains économistes extérieurs qui soutenaient que le retrait partiel des semences génétiquement modifiées affaiblirait les liens commerciaux établis depuis des décennies. Selon eux, ces relations structuraient une partie des revenus agricoles du pays et les briser risquait de fragiliser des filières d'exportation déjà soumises à des variations climatiques et à des fluctuations du marché. Ils affirmaient également que la transition vers un système fondé majoritairement sur les semences indigènes introduirait un délai d'adaptation considérable avant que les rendements ne se stabilisent. Cette vision reposait sur l'idée que les hybrides brevetés offraient une prévisibilité supérieure, ce qui resterait indispensable dans un environnement climatique incertain. La deuxième position, au contraire, fut défendue par des acteurs agricoles sahéliens qui soutenaient que la dépendance à ces semences brevetées constituait une vulnérabilité majeure. Ils rappelèrent que le coût des intrants nécessaires à l'entretien des cultures modifiées augmentait régulièrement et que les pratiques agricoles locales perdaient progressivement en autonomie. Les témoignages rapportés depuis les villages faisaient état de sols de plus en plus épuisés et de rendements instables malgré l'usage continu des variétés importées. Pour eux, la transition vers des semences indigènes n'était pas un risque, mais une réponse rationnelle aux défis climatique et économique que subissait le pays. Face à ces arguments, la réponse fondée sur les données disponibles permettait d'équilibrer le débat. Les études agronomiques et les évaluations menées avant le vote montraient que la performance des semences locales dépendait d'une combinaison de facteurs rarement pris en compte dans les modèles classiques. Les analyses de sol révélaient une compatibilité souvent meilleure entre les variétés indigènes et les conditions environnementales du Sahel. De plus, les inventaires communautaires démontraient la présence de graines capables de résister aux irrégularités pluviométriques qui caractérisent la région. Les chiffres consolidés sur les coûts réels des intrants confirmaient également qu'un système moins dépendant des achats annuels réduirait la pression financière pesant sur les petites exploitations. Ainsi, l'argumentaire nuancé montrait que ni la rupture totale ni le maintien intégral n'étaient adaptés. La réforme adoptée relevait plutôt d'une restructuration stratégique visant à restaurer la stabilité tout en intégrant une diversité de pratiques agricoles adaptées aux réalités locales. Un pivot silencieux apparaît à mi-parcours de la mise en œuvre, un élément jusque-là peu commenté prit une importance inattendue. La capacité des communautés rurales à structurer elles-mêmes leur réseau semencier. Ce mouvement, diffus mais déterminé, modifiait l'équilibre entre l'expertise institutionnelle et les savoirs villageois. Les premiers retours de terrain montrèrent que les inventaires communautaires s'étendaient plus vite que prévu, soutenus par des coopératives locales décidées à protéger leurs variétés les plus anciennes. Dans certaines analyses internationales, ce glissement fut immédiatement interprété comme un signe que le pays consolidait une autonomie réelle au-delà du texte législatif. Les discussions mentionnaient régulièrement Ibrahim Traoré, souvent présenté comme un repère politique permettant de lire l'ampleur régionale potentielle du changement, mais la véritable révélation se situait ailleurs. Les dynamiques internes commençaient à influencer la manière dont les partenaires étrangers évaluaient les marges de négociation. La progression rapide des initiatives locales compliquait l'idée d'un retour en arrière. Les acteurs étrangers durent reconnaître que la loi ne produisait pas seulement des effets administratifs, elle remodelait un système agricole profond porté par ceux qui travaillaient la terre. Ce point médian reconfigurait donc la suite. La transition cessait d'être théorique et devenait irréversible. Les conséquences concrètes de la loi apparurent rapidement à travers 4 ensembles d'acteurs dont les trajectoires éclairaient la portée réelle de la transition. On peut considérer ici que niveau national, NN, sur le territoire burkinabé, les premiers effets furent observés au sein des exploitations familiales. Les agriculteurs constatèrent que la diversité retrouvée des semences indigènes permettait une meilleure répartition des risques face aux aléas climatiques. Des coopératives commencèrent à structurer des banques semencières locales, renforçant la circulation interne des variétés adaptées au sol du Sahel. Les autorités virent dans ces efforts une confirmation que la réforme ne resterait pas théorique,
elle s'enracinait dans les pratiques. L'association fréquente dans les analyses internationales entre ces dynamiques et la figure d'Ibrahim Traoré témoigna d'une lecture politique élargie du phénomène, interprétant chaque progrès local comme un marqueur de souveraineté accrue. On peut considérer ici que Doant Nhiep et Thi Truong, DN, du côté des acteurs économiques, les transformations prirent des formes plus contrastées. Certains commerçants spécialisés dans les intrants importés redoutèrent une baisse de demande et recalculèrent leurs projections. En parallèle, de nouvelles opportunités émergèrent pour les entreprises locales capables de traiter, conditionner ou certifier les semences indigènes selon des protocoles modernisés. Des ateliers de tri furent mis en place dans plusieurs provinces, soutenant une montée en compétences techniques au niveau national. Par ailleurs, les filières du coton et du sésame observèrent des ajustements prudents. Les transformateurs cherchaient à anticiper les volumes, tandis que les exportateurs réévaluaient les attentes des acheteurs étrangers. L'ensemble composait un paysage mouvant où les incertitudes coexistaient avec des perspectives renouvelées d'autonomie productive. On peut considérer ici que Ngoai Jiao Anjamfan, ND, sur le plan diplomatique, la loi introduisit un changement perceptible du rapport de force. Les partenaires occidentaux, habitués à une dépendance prolongée des pays sahéliens envers les semences brevetées, durent reconsidérer leur scénario. Des consultations discrètes furent engagées dans plusieurs capitales, cherchant à évaluer les marges de réponse possibles. Certains conseillers proposèrent d'utiliser les outils commerciaux existants pour solliciter des clarifications sur la conformité de la loi avec les flux agricoles établis. D'autres, plus prudents, estimèrent qu'une pression trop visible risquerait de renforcer la détermination régionale. Ce rééquilibrage diplomatique confirma une intuition croissante. Une réforme centrée sur les semences ne pouvait influencer les discussions sur l'aide, le commerce et la coopération technique. On peut considérer ici que Kuvukanlankan Kavet, dans les pays voisins, l'impact fut presque immédiat. Des délégations du Mali, du Niger et du Ghana exprimèrent un intérêt croissant pour l'approche burkinabé. Les consultations techniques menées dans ces États reprirent certains éléments du modèle local, inventaire communautaire, revues agronomiques, sécurisation des variétés anciennes. Cette circulation d'idées suggéra que la loi burkinabé pouvait devenir une matrice régionale. Les analystes observèrent que, si plusieurs pays adoptaient des mesures analogues, la structure même des échanges agricoles en Afrique de l'Ouest pourrait évoluer. La référence récurrente à l'exemple d'Ibrahim Traoré renforça cette perception. Le Burkina Faso semblait incarner un laboratoire politique dont l'influence dépassait largement ses frontières. Ainsi, les effets réels de la réforme ne se limitaient ni aux récoltes ni aux intrants. Il redessinait les espaces économiques, diplomatiques et régionaux, inaugurant un cycle où la souveraineté agricole devenait un instrument de positionnement stratégique. Les 12 prochains mois ouvriront 3 trajectoires plausibles pour la réforme semencière, chacune révélant un équilibre différent entre consolidation interne, pression extérieure et coordination régionale. On peut considérer ici que 1. Base, stabilisation progressive et ajustement prudent. Dans ce scénario intermédiaire, les dynamiques locales continuent d'avancer à un rythme mesuré. Les banques semencières communautaires gagnent en organisation, mais sans déclencher de reconfigurations immédiates des filières d'exportation. Les autorités consolident les protocoles juridiques, notamment autour des contrôles frontaliers et de la certification des variétés locales. Les partenaires internationaux adoptent une attitude d'observation attentive, évitant les gestes coercitifs qui pourraient être perçus comme ingérence. Les projections de rendement restent mixtes, avec une progression modérée dans certaines régions et une phase de transition plus longue dans d'autres. Ce scénario constitue la trajectoire la plus vraisemblable, stable mais exigeant une vigilance permanente. On peut considérer ici que 2. Optimiste, coordination régionale et montée rapide de la souveraineté agricole. Dans la version ascendante, plusieurs États sahéliens s'inspirent du modèle burkinabé et harmonisent leurs dispositifs législatifs. Les inventaires communautaires deviennent interopérables, facilitant la circulation
contrôler des semences traditionnelles entre pays voisins. Les centres de recherche intensifient leurs travaux sur les variétés résistantes à la sécheresse, tandis que de nouveaux partenariats sud-sud émergent avec l'Inde ou le Brésil. Les marchés régionaux se restructurent autour de chaînes d'approvisionnement plus autonomes, réduisant la dépendance aux hybrides brevetés. Ce scénario permettrait d'affirmer une position géopolitique plus solide du Sahel dans les négociations internationales et de renforcer la marge de manœuvre collective du continent. On peut considérer ici que trois sombres: pressions extérieures et tentatives de ralentissement. Dans un développement plus contraint, les réactions internationales s'intensifient. Certaines puissances économiques pourraient chercher à invoquer des mécanismes commerciaux pour contester la conformité de la loi avec les accords existants. Des menaces indirectes: restrictions d'accès à certains marchés, retardement dans les programmes d'aide, exigences réglementaires supplémentaires pourraient compliquer la mise en œuvre. Au niveau interne, les filières dépendantes des semences importées pourraient rencontrer des difficultés d'adaptation rapide, alimentant un débat politique plus fragmenté. Dans ce scénario, le risque principal réside dans une pression cumulative susceptible de ralentir la transition sans toutefois l'inverser. Kuyen Nangui Tudui, lire les 12 prochains mois comme un système. Plutôt que d'envisager un seul scénario, l'approche la plus robuste consiste à analyser simultanément les interactions entre dynamiques locales, signaux diplomatiques et réponses économiques. Penser en système permet d'éviter les conclusions hâtives et de mieux anticiper les trajectoires hybrides qui émergeront probablement dans le Sahel. Pour comprendre pourquoi cette loi dépasse le cadre agricole, il faut l'observer à hauteur humaine, là où ses effets modifient les gestes quotidiens et les perceptions individuelles. Trois groupes, souvent invisibles dans les grandes analyses, illustrent de manière concrète la portée de la transition. On peut considérer ici que A, les familles rurales qui vivent au rythme des saisons. Pour elles, la réforme n'est pas un débat institutionnel, mais un changement tangible. La possibilité de semer sans dépendre d'achats récurrents, de choisir des variétés adaptées au sol qu'elles connaissent depuis des générations et de réorganiser leurs pratiques sans craindre une rupture d'approvisionnement. Beaucoup témoignent d'un regain de confiance, convaincus que la terre répond différemment lorsqu'on lui rend des graines issues de son propre héritage. On peut considérer ici que B, les jeunes actifs en quête de stabilité. Dans les villes comme dans les zones périurbaines, l'intérêt pour la transition agricole s'exprime par une nouvelle curiosité pour les filières locales. Des jeunes techniciens, biologistes et micro-entrepreneurs y voient des opportunités. Certification, transformation, logistique, stockage. Loin d'être un domaine traditionnel figé, l'agriculture se présente désormais comme un espace d'innovation à taille humaine où chacun peut contribuer à la consolidation de la souveraineté alimentaire. On peut considérer ici que c'est les citoyens qui cherchent un sens collectif. Pour ceux qui suivent l'évolution du pays avec une attention civique, la loi offre un symbole rare, celui d'une décision nationale capable de produire un effet d'unité. Les discussions publiques, loin des clivages habituels quotidiens djihadistes, se structurent autour d'une question simple: comment protéger ce qui garantit la continuité du pays? Ce glissement transforme la loi en vecteur de cohésion, renforçant le sentiment que la souveraineté peut naître de pratiques partagées. Ainsi, chacun à son échelle perçoit la réforme non comme une abstraction, mais comme une possibilité d'agir. Pour que la réforme semencière consolide ses effets au cours des prochaines années, plusieurs étapes structurantes peuvent être envisagées. Elles ne constituent pas un programme partisan, mais une feuille de route technique inspirée des dynamiques déjà observées sur le terrain et des enseignements tirés des premiers mois d'application. La présence fréquente d'Ibrahim Traoré dans les analyses internationales souligne d'ailleurs que la capacité du Burkina Faso à organiser sa transition sera interprétée comme un test régional. On peut considérer ici que 1. Standardiser les protocoles communautaires. Les inventaires menés dans les villages doivent être harmonisés afin d'éviter des divergences entre régions. La création d'un référentiel commun permettrait de classer les variétés selon leur résistance, leurs besoins hydriques et leurs usages, garantissant une traçabilité fiable. Une telle standardisation faciliterait aussi la formation des jeunes techniciens. On peut considérer ici que 2. Renforcer l'infrastructure de conservation.
Pour éviter la perte accidentelle de variétés rares, il est nécessaire de multiplier les microbanques semencières sécurisées. Leur gestion pourrait être confiée à des coopératives locales formées aux méthodes modernes de stockage. Cette étape garantirait la résilience du système face aux aléas climatiques et aux fluctuations de production. On peut considérer ici que 3. Moderniser l'appui scientifique. Les centres de recherche peuvent jouer un rôle décisif en évaluant de manière continue la performance des semences indigènes. Le croisement des données scientifiques et communautaires permettra d'ajuster les pratiques, d'identifier de nouvelles combinaisons agronomiques et d'appuyer la transition sans dépendre d'expertise extérieure. On peut considérer ici que 4. Consolider les mécanismes juridiques. Une mise à jour régulière des règlements liés aux importations, à la transparence génétique et aux certifications s'avère indispensable pour garantir la cohérence du cadre législatif. Les diplomates devront également anticiper les réponses possibles des partenaires internationaux afin de protéger l'intégrité de la réforme. On peut considérer ici que 5. Accompagner la montée en compétences des exploitations. Des formations ciblées, irrigation, gestion des sols, diversification permettront aux petites exploitations de maximiser le potentiel des variétés locales. Cette étape ancre la souveraineté dans la durée. Ainsi, la trajectoire la plus robuste combine organisation, science, droit et savoirs locaux, transformant la réforme en système durable. Dans les villages où la réforme a commencé à reprendre vie, un détail persistant revient souvent. Une jarre en argile soigneusement conservée contenant quelques poignées de semences transmises d'une génération à l'autre. Ce motif, aperçu aussi bien dans les zones rurales que dans certains centres de formation, symbolise le fil discret qui relie le passé à l'avenir. Lorsque les premières équipes de biologistes se sont rendues sur le terrain, elles ont découvert que ces jarres n'étaient pas de simples récipients, mais des archives vivantes de la mémoire agricole du pays. Les observateurs internationaux, en associant régulièrement ce mouvement à Ibrahim Traoré, ont souvent mis l'accent sur la dimension politique du changement. Pourtant, ce sont ces gestes silencieux, conserver, trier, transmettre, qui expliquent pourquoi la réforme a suscité une telle adhésion. Chaque graine retrouvée redonnait un sens à l'effort collectif, rappelant que la souveraineté commence dans les mains qui préservent ce qu'elles ont reçu. Le callback se referme ici. La jarre qui semblait n'être qu'un symbole domestique devient le point d'ancrage d'une transformation plus vaste. La continuité peut devenir force quand elle est assumée. Au terme de ce parcours, une évidence apparaît. La transition semencière du Burkina Faso n'appartient pas seulement aux institutions, ni uniquement aux agriculteurs. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large où chaque citoyen, chaque observateur, chaque communauté peut choisir la manière dont il souhaite comprendre ou accompagner cette transformation. Les discussions nées autour de la réforme montrent que l'agriculture n'est jamais un domaine isolé. Elle touche à la culture, à l'économie, à la transmission et à la manière dont un pays se raconte lui-même. Si cette histoire trouve un écho en vous, peut-être est-ce parce qu'elle interroge un point plus universel. Que signifie protéger ce qui nourrit un peuple, non seulement au sens matériel, mais aussi au sens symbolique? Les choix semenciers deviennent alors une manière de réfléchir à la souveraineté, à la mémoire et à la responsabilité envers les générations futures. La conversation reste ouverte, vous pouvez partager votre point de vue, poser une question, proposer une réflexion ou simplement indiquer d'où vous suivez cette histoire. Chaque voix ajoute une nuance et éclaire la suite du chemin.